Cro-Blanc, Jack London. Chapitre 16. Le dieu démon. Les hommes blancs qui vivaient à Fort Yukon étaient fixés là depuis longtemps. Ils se surnommaient eux-mêmes avec orgueil les sourds-d'oak ou pattes aigres, à cause du pain qu'ils faisaient cuire sans levain et qui était légèrement acide. Ils méprisaient les autres blancs qu'amenaient les vapeurs et les appelaient les Shechakos, parce que ceux-ci faisaient au contraire lever le pain avant de le cuire. En raison de ces antagonismes, les gens du fort se réjouissaient fort de tout ce qui pouvait arriver de désagréable aux nouveaux arrivants, et en particulier s'amusaient beaucoup de la conduite de Cro-Blanc et de la détestable bande dont il était le chef. Chaque fois qu'un bateau faisait escale, il ne manquait jamais de descendre vers la grève et d'assister à l'inévitable bagarre. Ils riaient comme des fous de la tactique habile et cruelle employée par les chiens indiens. L'un d'eux, surtout, appréciait particulièrement ce genre de divertissement. Dès que le vapeur sifflait dans le lointain, il accourait et ne s'en allait que le dernier combat terminé, avec une expression de regret peinte sur la figure. Chaque fois qu'un malheureux chien du Sud agonisait en râlant sous les coups de Cro-Blanc et de sa troupe, il poussait des éclats de rire et des cris de joie en faisant des gambades. Et aussi, il jetait à chaque fois sur Cro-Blanc un regard d'envie pour tout le mal qu'il était capable de faire. Ce peu sympathique personnage était appelé Beauty par les autres hommes du fort, ce qui veut dire beauté, et Beauty Smith était le seul nom sous lequel il fut connu dans toute la région. Ce nom n'était bien entendu qu'un surnom ironique, car Beauty Smith était une laideur rare. C'était un petit homme maigrichon à la tête minuscule et qui paraissait trop petite pour contenir un cerveau. Aussi, avant de s'appeler Beauty Smith, avait-il été surnommé dans son enfance Tête d'épingle. Par derrière, ce crâne descendait d'un seul coup vers les épaules, tout droit, tandis que par devant, il était en pain de sucre et rejoignait un front bas et étroit. Il semblait alors que la nature ait voulu le dédommager en lui donnant une paire d'yeux énormes et très écartés, exorbités, comme des yeux de grenouille. Au-dessous, la mâchoire s'élargissait démesurément, lui donnant un faciès effroyable. Énorme et proéminente, cette mâchoire s'appuyait directement sur la poitrine et il semblait n'avoir pas de cou. Si l'on ajoute à cela que ses dents étaient longues et jaunes, et que ses canines, plus longues encore que leurs sœurs, dépassaient fréquemment de ses lèvres minces, que ses cheveux, couleur de poussière, poussaient en une touffe désordonnée et irrégulière sur son crâne en pain de sucre, on conviendra que Beauty Smith n'était pas beau. Au moral, il n'était guère plus sympathique. Son énorme mâchoire lui donnait un air d'énergie indomptable, mais c'était mal le connaître, car il était au contraire réputé comme l'être le plus lâche et le plus sournois de toute la région. En somme, Beauty Smith était un véritable monstre, ce dont il n'était certes pas responsable, n'ayant pas pétri lui-même le limon dont il était fait. À Fort Yukon, il faisait la cuisine, lavait la vaisselle et était chargé de tous les gros travaux pour les autres blancs. Il n'était pas méprisé, mais généralement peu aimé, et toléré seulement parce qu'il faisait fort bien la cuisine et qu'il était utile. On en avait aussi un peu peur, les hommes craignant toujours de recevoir une balle dans le dos au cours d'une de ces fréquentes colères sournoises de plâtre et de lâche. C'était là le personnage qui faisait sa joie des exploits de Cro-Blanc et qui n'eut bientôt plus qu'une idée en tête, le posséder. Il se mit à faire des avances au jeune loup, qui fit semblant de ne pas s'en apercevoir. Comme il insistait, Cro-Blanc montra les dents, gronda et prit le large. Il n'aimait pas cet homme dont l'odeur fade et mauvaise lui paraissait provenir dont on ne savait quoi de néfaste. Pressentant que cet homme était anormal, il dédaigna sa main tendue et craignit sa voix mielleuse. Beauty changea de tactique. Cro-Blanc était au campement de Castor Gris lorsque Beauty fit sa première apparition. Avant même son arrivée, Cro-Blanc reconnut son pas et se leva, grondant. Sentant l'homme approcher, il se glissa silencieusement sur la lisière du campement. Il put y voir Beauty et Castor Gris qui parlaient ensemble. Par moments, l'homme le désignait du doigt et Cro-Blanc grondait. L'homme qui s'en apercevait riait et Cro-Blanc reculait de plus en plus sous le couvert des buissons. Castor Gris refusait de vendre son chien. Devenu riche par son commerce, il n'avait, disait-il, besoin de rien,
et il tenait à Cro-Blanc, le plus solide de ses chiens de traîneau et un excellent chef d'attelage. Il n'avait pas son pareil dans toute la région du Mackenzie et du Yukon. C'était un combattant hors pair, et il tuait un chien avec autant de facilité que l'on tue une mouche. À cet éloge, les yeux de Beauty Smith s'allumaient, et il se passait la langue sur les lèvres d'un air envieux. Non, conclut Castor Gris, décidément, Cro-Blanc n'était pas à vendre. Beauty Smith s'en alla, mais il savait comment s'y prendre avec les Indiens. Il revint, et souvent, et à chaque visite, il cachait sous ses vêtements une bouteille rousse. Le whisky donne soif. Castor Gris eut donc bientôt soif. Son estomac, enflammé par le redoutable alcool de grain, se mit à en réclamer des doses quotidiennes de plus en plus fortes, en même temps que, de plus en plus abruti, Castor Gris avait moins de scrupules à boire. Les bénéfices accumulés par la vente des fourrures se mirent à partir, et au fur et à mesure qu'il devenait moins riche, Castor Gris buvait de plus en plus d'alcool. Finalement, tout s'en alla, argent, marchandises et volonté. Il ne resta à Castor Gris que la soif inextinguible dont il était devenu l'esclave. Alors Beauty Smith revint à la charge et reparla de la vente de Cro-Blanc, mais cette fois, le prix offert était payable en whisky et non plus en dollars, et Castor Gris était plus disposé à écouter. La discussion dura un certain temps, au bout duquel Castor Gris finit par dire « C'est bon, le chien est à toi si tu peux mettre la main dessus. » Beauty Smith livra les bouteilles, mais 2 jours plus tard il revint dire à Castor Gris « Attrape-le toi-même !» Le soir, en rentrant en campement, Cro-Blanc eut la satisfaction de ne pas apercevoir le dieu blanc antipathique, au contraire des autres soirs. Il se coucha par terre avec soulagement, comme si un poids lui avait été enlevé. À peine était-il couché que Castor Gris vint vers lui, en titubant, et lui passa autour du cou une lanière de cuir. Puis il s'assit à côté du jeune loup en tenant la laisse d'une main, et de l'autre une bouteille débouchée à laquelle il buvait de temps en temps, à la régalade, à grand bruit, le coude levé et renversant la tête. Au bout d'1 heure, un pas résonna dehors. Cro-Blanc se hérissa, tandis que Castor Gris branlait stupidement la tête. Cro-Blanc essaya de tirer doucement la laisse des mains de l'Indien, mais celui-ci, soupçonneux, le retint fermement. Beauty entra sous la tente et se planta devant Cro-Blanc qui commença à gronder et à surveiller les mains du blanc. L'une d'elles s'étendit et s'abaissa lentement sur sa tête. Son grondement se fit plus rauque et plus violent. La main continua à descendre. Après un peu d'hésitation, Cro-Blanc se détendit et mordit. La main se rejeta vivement en arrière et les mâchoires claquèrent dans le vide avec un bruit sec. Beauty était à la fois terrifié et furieux. Mais Castor Gris donna une tape à Cro-Blanc qui se coucha sur le sol avec soumission. Beauty sortit un instant de la tente et revint portant un solide bâton. Castor Gris lui remit l'extrémité de la laisse et Beauty fit mine de s'en aller. La laisse se tendit, car Cro-Blanc résistait. Alors Castor Gris le gifla de droite et de gauche pour le forcer à se lever et à suivre Beauty Smith. Il se leva bien, en effet, mais pour se précipiter à la gueule ouverte sur l'étranger. Beauty, qui se méfiait, tenait son bâton prêt et ne broncha pas. Son gourdin cueillit Cro-Blanc au vol et l'écrasa presque contre terre. Castor Gris riait et approuvait entre 2 hoquets. Quand Beauty tira de nouveau sur la laisse, Cro-Blanc, à moitié assommé, trébucha humblement à sa suite. Il ne renouvela pas son attaque. Le coup du gourdin du terrible dieu blanc avait suffi à le convaincre qu'il savait se servir d'un bâton. Il se laissa donc guider, lugubre, la queue entre les jambes, grondant toujours sourdement. Arrivé au fort, Beauty l'attacha dans un enclos et alla se coucher. Cro-Blanc attendit environ 1 heure. Puis il coupa sa longe avec les dents et fut libre en quelques secondes. Le cuir était coupé aussi proprement qu'avec un couteau. Cro-Blanc n'avait pas perdu son temps à mordre à tort et à travers. Quittant le fort, Cro-Blanc s'en retourna trottant tout droit chez Castor Gris. Il ne devait aucune fidélité à ce dieu blanc bizarre et redoutable. Castor Gris était le maître auquel il s'était livré et il n'en voulait point d'autre. Le lendemain matin, cependant, Castor Gris l'attacha de nouveau et le ramena à Beauty Smith. Celui-ci l'attacha fortement
et lui administra une formidable raclée à coups de fouet et de gourdin. C'était l'un des pires traitements qu'on lui avait fait subir jusqu'alors. Même la volée que lui avait donnée Castor Gris dans son enfance et dont il avait gardé le souvenir n'était rien en comparaison de celle-ci. Ses gros yeux de grenouille brillaient de joie à chaque fois qu'il abattait sur l'animal son fouet ou son bâton, et il avait des sursauts de plaisir en entendant hurler Cro-Blanc. Car Beauty Smith était cruel à la façon des lâches. Tremblant lui-même devant les coups des autres hommes, il prenait sur plus faible que lui sa revanche des rebuffades de sa propre race et des disgrâces de sa nature. Cro-Blanc n'ignorait pas pourquoi il était ainsi battu. Il avait déjà vu bien des chiens changer de maître, et s'étant enfui être battu. Il savait qu'en remettant l'extrémité de la laisse entre les mains de Beauty Smith, la volonté de Castor Gris était qu'il partît avec Beauty Smith. Il avait désobéi et avait par conséquent mérité le châtiment qui s'ensuivait. Mais bien qu'il n'aimait pas Castor Gris, il ne pouvait s'empêcher de lui être fidèle, c'était inscrit dans sa nature. C'est le propre du chien et du loup sauvage que, seul parmi toutes les autres espèces, il quitte la liberté pour suivre l'homme et s'y attacher. Quand Beauty Smith fut lasse, il attacha Cro-Blanc de nouveau, mais non plus avec une lanière. Il l'attacha au bout d'un bâton, comme les Indiens. Cro-Blanc attendit que les hommes du fort fussent endormis, et s'attaqua au bâton. Celui-ci était attaché de si près à son cou qu'il semblait impossible qu'il pût y mordre. C'est d'ailleurs une chose réputée impossible, et c'est bien pour cela que l'on utilise ce mode d'attache. Quoi qu'il en soit, à force de tordre son long cou et de se contorsionner, Cro-Blanc s'en allait au petit matin, emportant la moitié du bâton rongé. C'était un cas sans précédent. La sagesse lui commandait de ne pas retourner chez Castor Gris, qui l'avait déjà trahi 2 fois. La fidélité l'y ramena cependant, pour être une 3e fois livré et abandonné à Beauty Smith. Cette fois, ce fut au campement même de Castor Gris que Beauty Smith lui administra une correction. Elle fut encore plus violente et cruelle que la précédente. Castor Gris assista tranquillement à l'opération, tandis que le petit homme malingre maniait son gourdin. Cro-Blanc n'était plus son chien, et son sort ne le regardait plus. Lorsque les coups cessèrent, Cro-Blanc gisait à terre, respirant à peine. Un chien du sud serait mort. Le genou, lui, n'en mourut pas tout à fait. Mais il ne pouvait plus se tenir debout, et Beauty dut, pour l'amener, attendre qu'il eût repris quelque force. Chancelant, aveugle, il suivit sur 3 pattes son bourreau. Celui-ci l'attacha alors à une chaîne de fer impossible à ronger et fixée à une poutre par un cadenas que Cro-Blanc ne put venir à bout d'arracher. Quelques jours plus tard, Castor Gris, devenu un parfait ivrogne, quittait la rivière Porcupine pour refaire à l'envers le long voyage sur le Mackenzie, plus pauvre qu'il n'était parti. Cro-Blanc restait sur le Yukon, aux mains d'un être à moitié fou, et le prototype achevé de la brute. Fin du chapitre 16.